Eh bien, du coup, nous pouvons commencer, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié au parcours renforcé en emploi, organisé dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, édition 2025, et donc qui s'inscrit aussi dans le PRIT Grand Est. Moi, je suis là pour accompagner l'ensemble des partenaires du PRIT. On a Pascal Clerc qui est à la technique et vous entendrez successivement Élodie Michel pour l'ARS, Nathalie Guillaumard pour la PWI Moselle, Cécile Camus pour KEOPS tout au long de ce webinaire. Élodie Michel, peut-être je vous laisse du coup la parole. Très bien, merci. Bonjour à tous. En effet, donc, je suis Elodie Michel, je suis chargée de mission donc, à l'ARS Grand Est au niveau de la direction de l'autonomie. On charge principalement sur des missions en lien avec l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par l'ARS en collaboration donc, avec Handicap et le PRITH Grand Est. Ce webinaire, il porte donc sur les parcours renforcés donc, en emploi et en ESAT. Donc, il s'inscrit dans le cadre du déploiement du plan de transformation des ESAT, mais également dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi pour les personnes en situation de handicap 2025, semaine qui démarre donc aujourd'hui. Donc, ce webinaire, il fait suite aux journées techniques territoriales, un parcours renforcé en emploi des travailleurs d'ESAT. Quelle opportunité, quelle coopération qui se sont déroulées donc en octobre 2024 et qui avaient pour objectif de réunir les professionnels donc, du secteur et ceux du service public de l'emploi afin de partager donc les enjeux du parcours renforcé comme les espérances en la matière et d'identifier les leviers à mettre en œuvre pour soutenir les projets d'insertion en milieu ordinaire de travail. Ce webinaire, il a aujourd'hui pour objectif de partager avec vous quelques actualités et chiffres, également de revenir sur le bilan des journées techniques territoriales de 2024 et surtout de vous présenter les derniers cahiers du PRITH sur le sujet des transitions entre milieux d'insertion afin de pouvoir vous les approprier dans vos pratiques professionnelles et contribuer à des transitions réussies. Ces cahiers, donc, ils ont été réalisés pour, mais également avec les acteurs et les personnes concernées, en réponse à des besoins identifiés lors des journées techniques territoriales de 2024. Donc, pour rappel, comme vous le savez, depuis plusieurs années, la transformation de l'offre médico-sociale, elle est au cœur des orientations de la politique de handicap et le plan de transformation des ESAT, qui a été décliné donc en 17 engagements et 31 mesures, s'inscrit depuis 2022 dans ce mouvement de fond qui est très lié à l'évolution de notre société dans une optique de transition inclusive. Le travail donc au milieu ordinaire de travail, il est désormais reconnu comme droit universel par la loi du 18 décembre 2023, la loi pour le plein emploi, qui supprime le principe de l'orientation vers le milieu ordinaire. L'objectif, c'est bien de pouvoir accompagner chaque personne à la détermination de son projet professionnel. Et pour cela, dans une logique de co-construction avec la personne, il faut pouvoir prendre en compte sa parole, ses attentes, construire avec elle son projet, pouvoir tester différents environnements de travail, explorer les champs des différentes possibilités d'accompagnement. Donc, les outils qui vont vous être présentés, ils s'inscrivent vraiment dans ce cadre. Ils ont pour objectif de vous accompagner, donc vous, professionnels des AT, également les travailleurs des AT, vous, employeurs et conseillers du service public de l'emploi, dans l'élaboration des projets d'insertion en milieu ordinaire de travail. Donc, je vous propose de passer à la première partie donc, du coup, de notre webinaire sur l'actualité. Maintenant, on peut peut-être mettre la première du coup diapositive. Donc, pour rappel sur le contexte, voilà, très bien, merci. Donc, comme je l'ai indiqué dans mes propos donc introductifs, ce webinaire il s'inscrit dans le cadre du plan de transformation des ESAT, qui est régi par la circulaire du 11 mai 2022 et qui s'articule autour de trois axes principaux. Le premier portant sur le renforcement des droits et des pouvoirs d'agir donc des personnes travailleurs en ESAT. Donc, pour rappel, pour aller assez vite et succinct, cet objectif il a pour but vraiment de créer de nouveaux droits dans une logique d'un rapprochement vers le droit commun en alignement avec ce qui peut être proposé dans le Code du travail. Et il a également un axe de très force pour renforcer l'autodétermination des travailleurs handicapés. Le second axe, il porte donc sur la favorisation d'une dynamique de parcours pour les travailleurs des ESAT, à l'intérieur de l'ESAT, mais aussi de l'ESAT vers le milieu ordinaire. Notre webinaire et le groupe de travail qui a été mené s'inscrit justement donc dans ce cadre, dans l'axe numéro 2,
qui lui porte sur le parcours donc professionnel et renforcé des accompagnements en facilitant une entrée progressive sur le marché du travail et en permettant un parcours renforcé, sécurisé en emploi à la sortie des ZAD. Et le dernier axe du plan de transformation des ESAT porte sur l'accompagnement, le développement de l'activité des ESAT pour favoriser une montée en compétences et l'employabilité des travailleurs des ESAT. Et là, on est plus sur le soutien à l'investissement, notamment via un FATESAT qui a déjà été délégué donc en 2022 et qui a permis donc de financer 43 dossiers, 57 projets. Et un FATESAT donc en 2025. Donc, je vous présenterai quelques retours, premiers retours, parce qu'on est en cours d'instruction de ce FATESAT 2025 juste après. Ce dernier axe, il porte également sur la politique d'achat responsable. Voilà pour le rappel donc du contexte. Pour décliner donc l'ensemble de ces mesures, on était en attente donc d'un certain nombre de décrets. On est encore en attente d'un certain nombre de décrets d'application. Mais dans l'été, on a eu donc 2 décrets et un arrêté qui ont été publiés le 25 août 2025, qui portent notamment sur une concrétisation des attendus de la loi du 18 décembre 2023, donc la loi du plein emploi. Donc, pour aller pareil assez rapidement, parce que je suppose que voilà, vous avez pu prendre connaissance des 2 décrets et de l'arrêté, mais pour revenir de manière succincte sur les attendus des 2 décrets et de l'arrêté, donc ils ont pour but donc de repréciser la période d'essai, une période d'essai qui est limitée donc à 3 mois maximum, avec possibilité d'une prolongation éventuellement de 3 mois en cas d'absence du travailleur, avec sur décision du directeur et en information de la CDAPH. Il reprécise également tout ce qui est droit pour les congés payés pour les travailleurs. Il favorise également tout ce qui est prime d'intéressement avec un plafond qui est majoré des primes en cas d'excédent d'exploitation porté à 10%, qui était à 10%, porté aujourd'hui à 50% de la rémunération garantie versée directement par les ESAT. Il réaffirme également les instances représentatives pour les travailleurs. Il précise également les mises en situation professionnelle qui sont prescrites non seulement par la MDPH, mais également aujourd'hui par France Travail, Cap Emploi et Mission Locale, avec une possibilité donc d'une délégation de prescription. Il porte également donc il acte également le changement de terminologie pour l'acronyme donc ESAT, qui n'est non plus le A pour aide, mais pour accompagnement par le travail. Et il prévoit également toute une partie sur le contrat d'accompagnement d'1 an renouvelable tacitement, avec possibilité d'une durée inférieure à 1 an dans certains cas, en cas notamment de remplacement temporaire, de temps partagé, et il prévoit notamment un modèle type de contrat d'accompagnement. Il réaffirme également le principe du parcours renforcé en emploi avec la convention d'appui et la possibilité d'un droit au retour en milieu protégé. Il réaffirme également donc la mise en place de la complémentaire santé, donc à proposer depuis le juillet 2024 avec une participation donc dès 2025 de l'État. L'État prend en charge donc 50% des cotisations versées par les AT au titre de la complémentaire santé obligatoire. Voilà pour la partie donc actualité réglementaire. Je vous propose de faire un petit point justement, comme je l'indiquais précédemment, sur le FATESAT 2025. Donc, le FATESAT 2025, il est régi donc par la circulaire du 11 août 2025. Dans cette circulaire, on a bien un cahier des charges qui a été annexé et qui reprécise donc voilà l'objet et les conditions d'éligibilité donc du FATESAT 2025. Il est dans la prolongation de celui qui a été donc délégué déjà en 2022. Donc, pour rappel, hein, le FATESAT, il permet de soutenir les ESAT via des cofinancements pour mener à bien l'adaptation des activités et des outils de production, en réponse, donc, bien sûr, à leur mission pour faire monter donc, en compétence les travailleurs en situation de handicap. Les investissements, ils constituent par ailleurs autant d'atouts supplémentaires pour permettre d'accéder donc à de nouveaux marchés et développer l'employabilité des travailleurs, dans la mesure où les nouvelles activités ou le développement des activités doivent être également en cohérence avec les compétences recherchées par les acteurs économiques du territoire. Il n'a pas pour vocation à contribuer à la consolidation d'un modèle économique et commercial en difficulté ou peu propice à des évolutions professionnelles vers le marché du travail pour certains travailleurs. Au niveau national, on a une enveloppe donc nationale de 15,6 millions d'euros qui sont délégués donc en 2025 et qui ont été répartis entre les régions sur la base du nombre des AT et de places des AT autorisées dans chaque région. Ce qui représente pour notre région Grand Est une enveloppe de 1 402 000 euros.
Donc le calendrier, donc là, la phase de dépôt s'est clôturée récemment depuis 15 jours. On est en phase donc d'instruction, co-instruction également, donc avec nos DTARS et nos DETS. Donc là, prochainement, nous reviendrons vers vous justement pour les dossiers qui seront retenus. Au total, donc, on a 93 projets qui ont été réceptionnés, 63 projets donc éligibles, dont 18 prioritaires. Donc, les dossiers prioritaires, ce sont pour les ESAT qui n'ont pas bénéficié de FATESAT en 2022. Ce qui représente donc un montant total de demandé de coût des projets de 14 915 000 euros, donc une demande d'aide au total qui représente 4 820 000 euros, pour, comme je viens de l'indiquer, une enveloppe de 1 402 000 euros. Donc, au vu de l'enveloppe déléguée, le montant permettrait de retenir environ une trentaine de projets. Prochainement, nous reviendrons vers vous pour les projets retenus pour permettre le conventionnement qui devra s'opérer avant le 31 janvier 2026. Je souhaitais également vous présenter, désolé, on défile assez rapidement, mais on a un planning assez dense pour respecter aussi le timing. Je souhaitais revenir également sur la restitution de l'enquête, donc 2025. Comme vous le savez, chaque année, donc les ESAT complètent une enquête en ligne. C'est une enquête annuelle qui porte sur des données donc sur l'année N-1, donc ici de 2024, et qui porte sur la mise en œuvre justement du plan de transformation des ESAT. L'enquête, elle est en ligne, elle remplace le document qui était annexé donc à la circulaire de 2022 pour faciliter aussi l'exploitation des données. Donc, si je reviens sur l'enquête de 2025 au titre des données de 2024, on a 86 ESAT qui ont répondu donc à l'enquête. Dans notre région, on compte 97 ESAT, ce qui représente 160 sites, représentant donc 11 584 places pour notre région. Je rappelle également, donc on a eu un taux de participation un peu moins important que l'année 2023 où on avait 92 ESAT qui avaient répondu à l'enquête et en 2024, 83 ESAT. Je rappelle l'importance de bien compléter cette enquête qui permet de suivre un certain nombre de données à la fois au niveau régional et national. Donc en moyenne, on a environ 108 places par ESAT, ce qui représente 120 travailleurs par ESAT. On a également donc en moyenne 27 professionnels par ESAT avec une moyenne d'âge de 39 ans. Et en moyenne, donc 120 travailleurs par ESAT avec une moyenne d'âge de 47 ans, contre 42 ans donc au niveau national. Majoritairement, on a, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, majoritairement des établissements plutôt privés. Et quelques données chiffrées donc sur la dynamique de parcours. On est sur des données en moyenne donc par ESAT. On peut passer à la slide du coup suivante maintenant. Merci. Donc on a 27 travailleurs d'ESAT en moyenne par ESAT qui ont travaillé donc en milieu ordinaire avant leur entrée en ESAT. En 2023, on était sur 12 travailleurs en moyenne par ESAT qui avaient travaillé avant en milieu ordinaire. Donc on voit qu'il y en a une évolution également du public accueilli en ESAT. On a en moyenne donc 11 travailleurs par ESAT qui souhaiteraient sortir du milieu protégé. En 2023, on était à 8 travailleurs par ESAT qui avaient exprimé ce projet. On a environ donc 22% des travailleurs qui sont donc en temps partiel. On a 0,5% de travailleurs qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi à France Travail. Donc, je rappelle que depuis le plan de transformation des ESAT, il y a cette possibilité aux travailleurs handicapés qui auraient un projet professionnel de s'inscrire à France Travail et de bénéficier de l'ensemble donc des services proposés par France Travail dans ce cadre. Et ce sera également donc en lien avec nos fiches qu'on vous présentera juste après. On a pris également en compte justement tout l'accompagnement qui peut être proposé par le réseau public de l'emploi. On a 2% des travailleurs handicapés qui ont effectué donc une PMSMP et 3% qui ont réalisé une mise à disposition. On a 16% des travailleurs, donc toujours en moyenne par ESAT, qui ont réalisé une prestation pour une entreprise, une collectivité publique ou un autre organisme. Là, on a une donnée, donc il faut bien comprendre que c'est en moyenne par ESAT, donc on est sur 0,05% de travailleurs partis pour une entreprise adaptée, 0,09 pour le secteur public, 0,11 pour une association et 0,37 pour le privé.
Cette donnée-là, elle est à préciser en global sur la région. Donc en 2024, il y a eu 53 travailleurs sortis du milieu protégé, ce qui représente environ 0,5% du nombre total de personnes accompagnées. Donc 5 pour une entreprise adaptée, 8 pour le public, 34 pour le privé et 6 pour une association. C'est un chiffre qui est relativement stable puisqu'en 2023, on avait 56 travailleurs handicapés sortis du milieu protégé. On a donc en moyenne, c'est un taux inférieur à 1% de travailleurs handicapés en moyenne par ESAT qui cumulent un temps partiel en milieu ordinaire de travail ou en entreprise adaptée et en ESAT. On a 31 travailleurs qui ont été réintégrés après emploi hors ESAT au sein de l'ESAT. Et on a 55 conventions d'appui qui ont été conventionnées donc en 2024 pour 53 travailleurs sortants. On a une hausse du nombre de conventions d'appui qui ont été conventionnées, puisqu'en 2023, on était sur 38 conventions d'appui. Quelques données donc sur les droits et pouvoirs d'agir des personnes accompagnées. Donc, on a 96% des ESAT qui contribuent donc à l'OPCO ou à l'OPCA, ce qui représente donc 28% des travailleurs handicapés qui ont pu bénéficier d'une formation prise en charge par l'OPCO. On a encore peu de recours au compte personnel de formation. 44% des travailleurs handicapés ont pu bénéficier d'une formation en interne par un professionnel de l'ESAT. 51% des ESAT ont pu mettre en place une formation donc à l'autosensibilisation auprès des travailleurs, ce qui représente en moyenne par ESAT 19% des travailleurs formés. On a 24% des ESAT qui ont mis en place donc un carnet de parcours et de compétences. Je rappelle qu'on est encore en attente d'un décret qui précise son contenu minimal. Et on a 11% des travailleurs d'ESAT qui ont pu bénéficier d'une RAE ou d'une RSFP. Et justement, pour revenir donc sur le type de formation dont ont pu bénéficier les travailleurs pour reconnaître et développer leurs compétences, donc en majorité, les travailleurs ont pu bénéficier plutôt donc de formations type RAE pour 50% des ESAT, ou alors de manière minoritaire, plutôt des reconnaissances des savoir-faire professionnels ou des validations d'expérience. 15% des ESAT affirment également avoir développé des actions de formation en situation de travail. À la suite des formations donc, qui ont été suivies suite au parcours, la majorité, donc 65% des travailleurs, c'était pour maintenir une activité initiale au sein de l'ESAT. Pour 21%, ça a permis d'accéder à d'autres activités au sein de l'ESAT. Et pour 7%, ça a permis d'accéder donc à un emploi en milieu ordinaire ou adapté, un changement d'ESAT ou d'accéder à un emploi via un temps partagé. Et pour 7%, ça s'est poursuivi également sur une formation auprès d'un autre organisme de formation. Je voulais également préciser qu'il y a 6% des ESAT qui n'ont proposé aucun type, donc parmi les répondants, aucun type de formation auprès des travailleurs pour développer et reconnaître les compétences. On a un chiffre qui est très en baisse puisqu'en 2023, on avait 32% des ESAT et aujourd'hui, donc 6% des ESAT. Sur la partie donc droit et pouvoir d'agir des personnes accompagnées, donc on a 92% des répondants des ESAT qui ont mis en place donc un délégué. 69% des ESAT prennent en charge une partie de la complémentaire santé collective avec une moyenne d'un taux de participation de 43%. Donc je rappelle qu'on est sur des données donc de 2024, que depuis juillet donc 2024, l'obligation de proposer une complémentaire santé et appliquée avec la possibilité également, avec une participation de l'État dès 2025. D'où aussi ce chiffre qui à prendre aussi avec des pincettes. On a 4,6% des ESAT qui versent une prime d'intéressement d'un montant moyen donc de 223 € par travailleur handicapé. On a 36% des ESAT qui proposent des chèques vacances aux travailleurs. On a 91% des ESAT qui indiquent une prime d'activité est versée aux travailleurs. On a 74% des ESAT qui ont mis en place une instance mixte représentative du personnel. Et le taux de participation moyen est de 9% du SMIC en moyenne pour la part de rémunération garantie du travailleur prise en charge financièrement par l'ESAT.
Sur la partie développement de l'activité des ESAT, on a 50% des ESAT qui ont signé une convention de partenariat avec la plateforme de l'emploi accompagné. Je refais également un petit rappel sur la convention cadre. Depuis décembre 2024, sont signées la convention cadre entre le réseau public, les ESAT et Handicat. Cette convention, elle a été déclinée dans chaque département. Une feuille de route a été élaborée et signée depuis juin 2025. Peut-être un petit rappel sur la convention. La convention, mais bon, je pense que vous la connaissez, hein. Elle a vraiment pour but de pouvoir définir des modalités de travail entre les ESAT et le réseau public de l'emploi à destination donc des personnes travailleurs des ESAT qui auraient un projet professionnel en milieu ordinaire. Elle prévoit notamment des actions d'interconnaissance à la fois entre le ESAT et le service public de l'emploi, des ateliers d'information, des actions d'interconnaissance entre les ESAT et les employeurs. Elle prévoit également tout un accompagnement auprès de la personne avec des entretiens avec la personne, tout un accompagnement également dans le parcours de formation. Elle permet de simplifier également la délégation des prescriptions de PMSMP et elle accompagne également dans la candidature et les offres d'emploi. À terme, elle permettra également de questionner l'orientation et les évolutions attendues en termes de modalités d'orientation en ESAT pour lesquelles il y a des territoires pilotes qui expérimentent ces nouvelles orientations, qui prévoient donc un avis, une évaluation de la part du réseau public de l'emploi pour une orientation, avant une orientation par la MDPH, pour une orientation en ESAT. On a 28% des ESAT qui sont déficitaires sur la partie commerciale, donc 54% d'entre eux, le déficit est supérieur à 100 000 euros. On a 37% des ESAT qui sont déficitaires sur la partie sociale, donc pour 25% d'entre eux, pareil, un déficit supérieur à 100 000 euros. On a 49% des ESAT qui n'ont pas qui n'ont pas signé une convention de partenariat avec au moins une entreprise adaptée sur le territoire. On a 49% des ESAT qui ont investi en 2024 pour la diversification de leur activité. Et en moyenne par ESAT, on a environ 0,5 ETP de conseillers d'insertion, principalement financés sur le budget social de l'ESAT. On a un chiffre d'affaires annuel médian d'environ 1 million. Et on a donc en moyenne environ 15% en moyenne du chiffre d'affaires avec le secteur public. Donc là, je vous ai sélectionné certaines données, mais si vous souhaitez aller plus loin, les tableaux de bord sont accessibles directement en ligne sur le site donc, du pilotage de l'inclusion. Sachez qu'il y a également une refonte de ce questionnaire qui est en cours. Un groupe de travail est mené au niveau national auquel participent des ESAT, Handicat et des ARS. Et donc, pour pouvoir aller plus loin également sur les tableaux de bord, vous pourrez également retrouver des comparatifs entre départements, mais également entre régions. Merci Elodie pour cette présentation. Merci. Je reprends la parole du coup pour faire un petit retour sur le bilan des journées territoriales qui ont eu lieu donc en octobre de l'année dernière. Donc, pour rappel, les dates étaient les suivantes. Et l'objectif de cette journée était de réunir les professionnels du secteur et ceux du service public de l'emploi pour partager les enjeux du parcours renforcé comme les expériences en la matière et d'identifier les leviers à mettre en œuvre pour soutenir les projets d'insertion en milieu ordinaire de travail. Lors de ces journées, nous avions réuni un peu plus de 200 participants, des ESAT bien évidemment, France Travail, Cap Emploi, les missions locales, les MDPH, les acteurs de l'emploi accompagné, des entreprises adaptées, l'ADAPT, la GFIP, le FIP, l'ADRETS, l'ARS, la région Grand Est, etc. Puisque là, je ne suis pas exhaustive et l'objectif n'est pas de vous remettre l'entièreté des participants, mais voilà, de montrer que les acteurs impliqués sur les sujets étaient présents et ont bien échangé sur les sujets, puisque l'objectif était vraiment de faire remonter des leviers pour soutenir les parcours renforcés dans le cadre de l'ensemble de ces changements. Et donc, il y avait eu des ateliers qui avaient été faits. Et donc, pour rappel, donc, on avait proposé quelques questions lors de ces ateliers pour permettre de travailler ensemble. Qu'est-ce qui, selon vous, serait important pour faciliter, améliorer ou amplifier la mise en œuvre de parcours renforcés en emploi? Quelles seraient vos attentes ou besoins pour mettre en œuvre ou contribuer à la mise en œuvre de parcours renforcés en emploi? Et une dernière question, mais qui, avec les évolutions récentes, de toute façon, a permis de répondre à certaines choses qui ont été remontées.
qu'il serait intéressant, selon vous, de suivre sur le sujet en complément des indicateurs existants, puisque du coup, c'est ce que je disais, il y a un groupe de travail qui est piloté par le groupement de l'inclusion ARS-CZ qui a été mis en place depuis et qui a permis vraiment de remonter différents indicateurs, dont certains dont Élodie Michel vous a parlé. Donc, ces questions ont été construites sur la base des analyses de données Z qui étaient qui était d'actualité à l'époque. Donc les choses ont évolué bien sûr depuis, mais l'idée c'est de revenir sur les éléments qui ont été remontés par les participants à ces journées pour expliquer aussi le pourquoi du comment on est arrivé à deux cahiers du PRIT qu'on vous présentera du coup dans quelques minutes. Alors, je vais aller assez vite. Je suis désolée sur la suite parce que du coup, le temps nous presse et on a envie aussi de vous présenter les cahiers. Donc, différentes catégories, différents sujets sont ressortis des deux premières questions lors de ces journées. Bien sûr, le sujet de l'interconnaissance du travail en synergie entre les professionnels du réseau Pôle emploi et du médico-social. Le sujet de l'accompagnement, la formation avant la sortie des travailleurs, la sensibilisation, la formation des professionnels, et là, que ce soit des professionnels du service public de l'emploi, des institutions, des travailleurs sociaux, dont des ESAT, etc. Vraiment, les professionnels au sens large sur l'ensemble du sujet. Le renforcement des ressources qui sont disponibles, notamment ressources humaines, les dispositifs, les ressources financières, la formalisation des repères juridiques. Là, c'était notamment via des conventions, la connaissance des droits des travailleurs, le renforcement, le développement de pratiques juridiques, etc., etc. Et du coup, le développement des immersions professionnelles. Et donc là, on est vraiment sur vraiment le terrain, la pratique, la connaissance des dispositifs qui permettent l'immersion en milieu ordinaire, l'utilisation, le renforcement des dispositifs existants, le démarchage des entreprises pour les PMSMP et le recrutement en général. Donc des sujets très très larges, bien sûr, et qui sont de toute façon toujours d'actualité, mais certains éléments ont déjà obtenu réponse depuis, puisqu'il y a eu les conventions qui sont sorties. Donc je ne vais pas détailler tout ça, mais tout de toute façon sera noté sur le diapo, donc je vais les défiler rapidement. Je ne vais pas tout détailler et les diapositives de toute façon seront disponibles sur le site du PRIT, donc vous pourrez aller revoir ces différents éléments un peu plus précisément pour voir ce qui a été remonté et les éléments qui maintenant du coup ont déjà réponse avec les conventions. Hop, donc je passe ça rapidement. Toc, toc, toc. Et donc j'en arrive avec du coup ces différents éléments qui ont été remontés. L'ambition donc était aussi d'outiller, d'aller un peu voilà, de répondre à ces besoins-là. Et donc deux cahiers du PRIT ont vu le jour à l'issue de ces journées. Le premier, c'est le cahier du PRIT favoriser la mobilité entre milieux d'insertion protégés et ordinaires, qui est d'ores et déjà disponible sur le site du PRIT et peut-être vous en avez déjà pris connaissance. Ce cahier il répond vraiment à l'objectif de donner les outils, les leviers pour construire et mettre en œuvre le projet de transition, de porter à la connaissance de toutes et tous les différents acteurs de transition et de donner à voir les retours d'expérience en grand test. Je ne vais pas vous le présenter là directement, puisque de toute façon, il est déjà disponible et que vous pouvez aller le voir. Mais c'est l'idée de revenir dessus rapidement. Il est construit en trois parties. Le premier, c'est sur les outils, les leviers pour voilà, la mise en œuvre de ces projets de transition, avec différents éléments donc, à mettre en œuvre. Une deuxième partie, c'est sur les accompagnements des transitions, avec vers un autre ESAT, vers une entreprise classique, en entreprise adaptée ou d'autres projets, les conventions, etc. Et la troisième partie, vraiment sur des retours d'expérience en région, avec là vraiment des choses qui se passent de façon très locale que vous pouvez aller voir. Et donc j'arrive assez rapidement sur le sujet qui nous porte un peu plus aujourd'hui, qui est très très actuel. Du coup, vous allez découvrir le cahier du PRIT renforcé en emploi qu'on a construit du coup à l'issue de ces journées. Et il permet d'aller plus loin, d'accompagner sur le terrain à travers des fiches pratiques concrètes à destination du coup de différents publics.
tous concernés par la question des parcours renforcés, les travailleurs des ESAT, les accompagnateurs en ESAT, et on vous expliquera pourquoi ce terme aussi, les accompagnateurs du réseau public de l'emploi, les entreprises, bien sûr, du milieu ordinaire. Et on a également fait une fiche simplifiée type FALC à destination des travailleurs des ESAT. Donc la fiche se déploie sous deux modalités et on va vous les montrer. Ces fiches-là sont construites sur base de témoignages, soit qui ont été recueillis lors des journées, que ce soit le comité stratégique du PRIT ou des journées territoriales sur le sujet des parcours renforcés en emploi. Et on a été rencontrer, bien sûr, l'ensemble des partenaires du PRIT, les personnes directement concernées, dont des travailleurs des AT, et les fiches se sont construites comme ça, au fur et à mesure, afin d'avoir des outils les plus concrets possibles et les plus près du terrain. Et donc, je vais me taire et je vais passer la parole à Nathalie Guillaumard qui va nous présenter donc la fiche à destination des accompagnateurs en ESAT. Et donc, je vais juste changer mon partage d'écran pour pouvoir vous présenter la bonne fiche. Hop. Est-ce que vous avez Bonjour à mon écran? tous, du coup. Allez-y, C'est je vous laisse. bon. Oui, je vois la fiche. Je pense que tout le monde la voit. Bonjour à tous. Donc, du coup, nous, au niveau de l'APEI Moselle, alors moi, je me présente, je suis Nathalie Guillaumard, je suis directrice d'un service transverse sur 10 ESAT à l'APEI Moselle. Et c'est un service qui s'occupe principalement de formation et d'insertion en milieu ordinaire de travail. J'ai la chance d'avoir au sein de mon équipe trois chargés d'orientation et d'insertion. Et du coup, on a travaillé effectivement conjointement avec Manon sur cette fiche pratique. Donc là, ce qui ressort, c'est vraiment des remontées terrain faites par des chargés d'orientation et d'insertion. Voilà, et on est parti effectivement sur le terme accompagnateur des AT parce qu'on sait, et les chiffres, comme l'a souligné Élodie Michel, il n'y a pas des chargés d'insertion et d'orientation partout. L'idée, c'était de dire aussi comment peut-être un ESAT qui ne serait pas pourvu d'un chargé d'insertion pourrait néanmoins se saisir de cette question et pouvoir accompagner le parcours professionnel vers le milieu ordinaire, si tant est que la personne le souhaite, puisque l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on accompagne les parcours professionnels qui sont amenés par la personne elle-même, par le travailleur des AT, évidemment. Voilà, voilà déjà en quelques mots d'introduction. Donc ensuite, la fiche, on l'a construit donc en 3 phases. Voilà, alors il y a un premier objectif, comment faire pour soutenir activement un travailleur des AT qui vient vers vous et demande finalement à envisager un parcours en milieu ordinaire. On a essayé de faire des recommandations pratico-pratiques et qui permettent de donner des idées de ce qui pourrait être envisagé. Voilà, le premier préalable et le conseil qui est donné sur comment faire, c'est tout de suite ce que je vous ai dit, c'est l'autodétermination, bien évidemment. C'est à partir du projet de la personne que l'on va envisager les choses. On se rend compte aussi que c'est vraiment un effet boule de neige, en tout cas avec les chargés d'orientation et d'insertion qu'on a à la PUI Moselle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément le projet de découverte en milieu ordinaire et qui vont l'avoir au fur et à mesure du temps parce qu'il y a aussi d'autres travailleurs qui reviennent d'immersion professionnelle notamment et qui en parlant avec leurs moniteurs au sein des ateliers donnent envie à d'autres de découvrir. C'est vraiment un parcours qu'on mène par étapes et qu'on mène dès le projet personnalisé de la personne, où en fait maintenant à la PUI Moselle, dans chaque ESAT, on demande systématiquement lors des projets personnalisés
si la personne a un souhait d'aller vers le milieu ordinaire, que ce soit juste pour une découverte ou que ce soit pour un projet d'insertion à plus long terme. Donc la phase 1, on l'a appelée Il me parle de son projet. On revient sur la question de l'autodétermination, mais bien évidemment, c'est là où on va creuser la motivation, euh, ben, quelles sont ses attentes, comment il envisage le milieu ordinaire. Madame Michel parlait tout à l'heure aussi du fait qu'il y a de nombreux travailleurs des ZAD qui sont issus du milieu ordinaire de travail. Donc l'idée, c'est pas d'aller non plus les mettre en difficulté là où parfois ils ont déjà été en difficulté. Donc c'est bien aussi identifier quelle représentation ils ont du milieu ordinaire de travail, quels sont les freins qu'on pourrait identifier, comment on va éventuellement lever ces freins pour réussir à permettre à ce que le projet puisse se faire. Encore une fois, ça peut être un projet, j'allais dire, de petite envergure jusqu'à un projet bien plus important d'insertion et de sortie des actes. Il y a tout un travail au préalable d'échange. Entre-temps, depuis qu'on a établi cette fiche, nous, au niveau de la l'APEI Moselle aussi, on s'est équipé d'un logiciel pour travailler aussi sur les projets professionnels. Donc, on a équipé nos chargés d'orientation et d'insertion qui sont en train d'être formés à ce logiciel-là et qui permet, alors il ne s'agit pas de faire des bilans de compétences parce que ça, pour ceux qui étaient aux journées l'année dernière, j'avais fait avec les PNAC une présentation sur les bilans de compétences. On laisse bien l'idée du bilan de compétences à un organisme extérieur parce que ça nous paraît toujours aussi important. Néanmoins, d'équiper les chargés d'orientation et d'insertion de logiciels qui permettent de travailler sur des outils et des motivations professionnelles, des savoir-faire professionnels, ça peut être aussi toujours très intéressant. Donc voilà, entre-temps, on s'est équipé de cette manière-là au niveau de la l'APEI. Et du coup, quand on travaille le projet professionnel, ben, on peut le travailler à travers cette question du logiciel de fiche métier finalement hein, et d'intérêt professionnel. Et les logiciels aussi, le logiciel qu'on utilise permet de travailler aussi quand la personne n'a pas d'idée, bah de travailler si elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, bah on peut travailler aussi à l'inverse avec si elle sait ce qu'elle ne veut plus faire. Donc, on peut travailler par non-intérêt et pas que par intérêt. Et c'est comme ça aussi des fois qu'on trouve des pistes. Donc, ensuite, les outils qu'on a à notre disposition, et c'est ce qu'on a décrit dans la phase 2, dans un premier temps, ça peut être des stages inter-ESAT au sein même de la même association ou dans une autre association, parce que des fois, la question du milieu ordinaire, c'est pas tant la question du milieu ordinaire que la question d'un changement d'atelier, voire d'un changement des ZAD, d'où l'idée de creuser un petit peu toutes ces questions-là. On a aussi le partenariat avec des organismes tels que les ESRP qui peuvent nous aider aussi dans la question de la réorientation ou de la préorientation. Et puis après, au niveau de la l'APEI Moselle, nous, on a conventionné avec Cap Emploi pour avoir la délégation de signature au niveau des PMSMP, ce qui nous permet aujourd'hui de prescrire nos propres PMSMP. Donc d'une durée qui peut être variable de une journée jusqu'au maximum 60 jours, et ce qui permet de réaliser des stages en entreprise. Et en règle générale, les entreprises nous accordent facilement la possibilité de réaliser ces stages, d'autant plus que le CERFA garantit que la couverture, enfin qu'il n'y ait pas de souci ni pour l'entreprise ni pour la personne. On est dans la semaine de l'emploi et du handicap. Nous aussi, il y a beaucoup de parcours qui démarrent par le duodé et par des duodés lors de cette semaine, je le rappelle au passage. On a un gros travail, on fait un gros travail également sur des formations. Alors c'est vrai que Michel, vous disiez qu'il y a très peu de CPF qui sont utilisés et ça c'est un souci aussi pour nous parce qu'il y a très peu de formations qui sont accessibles pour les travailleurs des AT via les CPF. Donc pas faute de vouloir les ouvrir, c'est plutôt faute d'avoir une offre de formation qui soit suffisamment étayée ou c'est pas tant étayée que accessible pour des travailleurs des autres. C'est ça notre souci. Donc du coup, on travaille plus nous avec avec l'OPCO et avec le plan de formation des travailleurs. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse utiliser les CPF. Donc au niveau des formations, on est aussi en train de voir, notamment avec l'OPCO, pour introduire les actions de formation en situation de travail au sein des ateliers
des ESAT. Donc ça, c'est un projet qu'on a plutôt sur 2026. Et de la même manière, au niveau de la PEI Moselle, on est en train aussi de redéployer tout ce qui est reconnaissance d'acquis et d'expérience. C'était quelque chose qui a beaucoup fonctionné au niveau de notre association avant le Covid. Ça s'est un peu perdu sur le temps du Covid. Et donc, on est en train de remettre ça en place. Vous aviez parlé, Manon, de la question du carnet de parcours et de compétences où on attend encore le décret. Donc, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place. Néanmoins, on a un logiciel unique pour les personnes que l'on accompagne et qui nous permet de compiler l'intégralité des données du parcours de la personne. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ça leur est pas accessible eux directement. Il faut qu'ils passent par nous. Donc, c'est pas très autodéterminant du coup pour eux. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va avancer aussi. Voilà, en parallèle de tout ça, on continue nos actions envers les entreprises parce que qui dit milieu ordinaire dit tout le partenariat, tout le travail avec les entreprises et toute la question de la sensibilisation aussi au niveau des entreprises. La sensibilisation au handicap, la sensibilisation à l'accompagnement et à l'accueil de personnes en situation de handicap. Et en règle générale, encore une fois, nous avons la chance d'avoir des chargés d'orientation et d'insertion. Cet accompagnement personnalisé nous permet vraiment de travailler avec des entreprises qui, bien souvent, sont très accueillantes et bienveillantes. Et puis, du coup, la phase 3 qu'on a décrit, c'est l'accompagnement vers la sortie. Nous, on travaille effectivement. Du coup, en règle générale, la personne commence par des stages qui sont de plus en plus longs, avec de moins en moins de retours en ESAT. On a des mises à disposition qui sont possibles, on met en place des mises à disposition avec les entreprises et où on passe directement sur des contrats CDD, CDI avec une convention d'appui pendant 3 ans. Qui peut aller jusqu'à 3 ans et un relais potentiellement avec la plateforme Emploi Accompagné de Pyramide Est sur notre territoire au bout des 3 ans. Avec des réunions régulières qui sont faites avec la plateforme Emploi Accompagné pour être déjà inscrire les personnes sur liste d'attente parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce dispositif-là. Donc, on sécurise le parcours avec le suivi lors des conventions d'appui. Et ça nous est déjà arrivé aussi de réintégrer des personnes qui sont sorties des AT pour le milieu ordinaire. Et la convention d'appui permet à la personne de lui garantir une place et un retour en ESAT si c'est nécessaire. Ça nous est déjà arrivé. On a aussi, du coup, à la PEI Moselle, la chance d'être sur un territoire avec 10 ESAT. Donc, ça nous permet finalement de réintégrer potentiellement la personne soit dans son ESAT d'origine, soit de travailler aussi sur un retour dans un autre ESAT de l'association, ce qui peut être intéressant aussi par rapport au fait qu'elle ne se sente pas en échec avec, entre guillemets, un retour à la case départ. Donc, voilà. Donc, on a décrit finalement cette fiche un petit peu qui suit ce parcours et voilà, en donnant un peu les idées de comment on peut accompagner. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Manon, et si j'ai présenté ce que vous Oui, bien souhaitiez. sûr. Bien sûr, il y a pas c'est parfait. Merci. Voilà. Je vais compléter du coup en présentant justement la fiche travailleur des AT, puisque du coup toutes les fiches se répondent l'une à l'autre. On n'a pas pu créer une fiche pour les travailleurs des AT sans penser à comment du coup ça se répond au niveau des accompagnateurs des AT, au niveau des accompagnateurs du réseau public de l'emploi, au niveau des entreprises, puisque le parcours est jalonné des différents acteurs et donc tout se construit un peu, les uns en se répondant aux autres. Et donc, comme vous l'avez dit, Nathalie, la fiche est construite en 3 parties pour l'accompagnateur des AT. C'est le cas aussi du travailleur des AT, évidemment. Il a ces mêmes 3 phases dans son parcours. Et donc, elle est construite de la même façon et en même temps un petit peu différemment, cette fiche-là, puisqu'elle répond aussi à des objectifs différents. Là, on s'adresse directement aux travailleurs des AT. On a travaillé sur cette fiche avec Route Nouvelle-Alsace et avec notamment une travailleuse des AT et une chargée d'insertion pour être au plus près de ces besoins-là.
L'objectif du travailleur, c'est de travailler sur son parcours professionnel, envisager peut-être un changement de métier, un environnement de travail différent, avec éventuellement l'idée de la sortie de l'ESAT, en restant du coup sur ces trois phases de ok, j'ai une idée de projet, qu'est-ce que je dois faire? Ensuite, je vais travailler le projet professionnel au sein de l'ESAT. Et enfin, après l'ESAT, comment ça se passe pour moi? En sachant que du coup, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure sur la fiche, mais sur l'ensemble des fiches, on a relevé les ressources, les difficultés dans le parcours qu'on n'a pas inventées, qui sont issues pour la plupart des journées territoriales. C'est toutes les difficultés, les leviers qui ont été remontés par les professionnels qui étaient présents, mais du coup qu'on a construit aussi directement là par le terrain, et là notamment avec la travailleuse des AT et les chargés d'insertion qu'on a pu rencontrer. Et donc, ce qui est un petit peu différent sur cette fiche-là, c'est vraiment, là, on a des exemples concrets aussi, enfin des exemples concrets, en tout cas des petits témoignages qu'on a mis, et là qui sont issus de journées qu'on a pu faire. Je crois que c'est d'ailleurs issu de la dernière journée, des dernières journées territoriales, avec des travailleurs des AT qui se sont exprimés sur leur parcours. Donc l'idée, c'est vraiment pour chacun des travailleurs de pouvoir aussi s'identifier en se disant, oui, effectivement, moi aussi, j'ai peut-être cette idée-là, et comment ça s'est passé pour quelqu'un d'autre. Donc on a vraiment remis des témoignages avec, comme pour la fiche accompagnateur en ESAT, du coup des petits conseils qu'on a mis, ou savoir voilà, comment je fais. Et le point fort un peu de cette fiche travailleur des AT, c'est qu'on a voulu accompagner, même si c'est un outil papier, le plus possible, avec notamment des checklists qui ne sont pas exhaustives et qui sont complètement adaptables, je pense, en fonction des territoires, des pratiques, des ESAT. Mais c'est l'idée de pouvoir s'inspirer et de pouvoir accompagner le plus possible le travailleur en se disant, voilà, si je peux prendre ça, je peux m'en saisir et je peux essayer déjà, dans une dynamique d'autodétermination, de peut-être faire des choses, et je suis tout doucement mes actions. Et donc, je coche les actions que j'ai réalisées. Vous parliez tout à l'heure, Nathalie, aussi, voilà, quand on construit le projet, justement, on essaie de voir ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire, etc. C'est un peu cette idée-là aussi, que la personne commence à se mettre un petit peu en réflexion autour de son projet. Et donc, elle a un peu cette petite opportunité, cette petite fenêtre pour pouvoir essayer de le faire seule, éventuellement accompagner, parce que c'est l'idée aussi de vous le présenter à vous et que les professionnels s'en saisissent et puissent après le faire évoluer et l'utiliser. Mais voilà, c'est un peu le point fort de cette fiche-là, c'est d'avoir des points un peu concrets pour pouvoir accompagner au plus près les travailleurs, donc avec à nouveau des, euh, des témoignages. On donne quelques ressources, on en donne évidemment moins parce que on sait, je pense, en tant que professionnel, la complexité des dispositifs, de tout ce qu'on peut mobiliser. Et l'idée n'était pas de donner forcément toutes ces informations sur une fiche avec beaucoup, beaucoup de choses, auquel cas on aurait risqué peut-être de perdre les uns et les autres, mais plus de donner des choses un peu clés, centrales dans l'accompagnement, voilà, avec les acteurs principaux, l'accompagnateur en ESAT, le service public de l'emploi, les actions de préorientation, sans forcément citer tout ce qui existe, puisque là, après, c'est aussi dépendant de chaque ESAT, de chaque structure et de chaque territoire sur comment ça va se dérouler. Euh, et donc, on a fait ça à chaque fois. Je ne vais pas tout vous lire, hein, bien sûr, ça n'aurait pas de sens, mais l'idée, c'est que vous les découvriez un petit peu déjà là et que vous puissiez vous en imprégner plus tard. On a remis encore ça, et ce que je voulais du coup vous montrer. Donc, vous l'avez certainement vu sur les fiches, sur la fiche accompagnateur des AT. On a mis également voilà, des fiches complémentaires, des ressources complémentaires sur lesquelles vous pouvez aller piocher d'autres informations. C'est vraiment l'idée d'avoir une information un peu concentrée et que vous puissiez aller par ailleurs chercher autre chose. Et voilà, donc ce que je disais, les ressources, les difficultés dans les parcours, parce que ça semble important de dire qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, il y a des choses qui peuvent aider, même pour les travailleurs, et de ne pas négliger cet aspect-là du parcours de transition, qui parfois est difficile, qui parfois peut effrayer. Mais en fait, au-delà des difficultés, il y a aussi beaucoup de ressources, et c'est l'idée de pouvoir aussi contrebalancer en disant il y a des choses qui sont difficiles, on les connaît, elles sont là. Mais vous n'êtes pas tout seul, il y a des choses qui sont possibles pour surmonter ces difficultés dans le parcours.
Et donc voilà pour cette fiche travailleur des AT, pour que vous ayez déjà un premier aperçu. Je laisse la parole à Cécile Camus pour nous présenter la fiche du coup professionnelle du réseau public de l'emploi, de Merci, l'insertion, Manu. pardon. Bonjour à tous. Je suis donc Cécile Camus, déléguée régionale de CAOPS Grand Est et je représente le réseau des Cap Emploi de la région. Donc, dans la répartition des tâches, je vais donc vous présenter la fiche pratique dédiée aux professionnels de l'insertion, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent à travers des actes vers le milieu ordinaire. Et comme l'a évoqué Manon tout à l'heure, suite aux journées territoriales du PRIT, il est apparu que ce serait pertinent de dédier une fiche technique aux professionnels de l'insertion. Alors, il faut savoir que cette fiche a été construite avec en ligne de mire une visée pédagogique pour les professionnels de l'insertion. Donc, le choix a été fait de mobiliser des professionnels pour son écriture, car la fiche s'adresse en fait à leurs pairs, c'est-à-dire les d'autres professionnels qui vont également accompagner des travailleurs des AT. Donc, la fiche, elle est écrite euh, par des professionnels pour des professionnels. Il y a eu la volonté, effectivement, de partir des expériences et des pratiques de terrain pour les répertorier à la fois les actes métiers, mais également les conditions de mise en œuvre plutôt favorables, tout en identifiant les freins qui pouvaient également se présenter, euh, et aussi un partage d'informations sur la posture de conseiller. Donc, on est bien sur quelque chose qui est certainement perfectible, mais à visée très opérationnelle. Et je tiens à remercier les équipes du Cap Emploi Ardennes et Cap Emploi Alsace qui en fait se sont portés volontaires pour pouvoir travailler sur l'élaboration de cette fiche. C'est eux qui ont été les mains dans le cambouis pour pouvoir réfléchir à comment présenter les choses de façon très simple et de façon opérationnelle. Donc un grand merci à ces deux équipes. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, l'objectif, c'est qu'on soit sur quelque chose de clair, de précis, d'opérationnel. C'est un outil qu'on pourrait qualifier de pratico-pratique. Et cette fiche s'inscrit dans la mise en œuvre, en fait, de l'accompagnement qui est mené par le professionnel. Ça concerne à la fois l'accompagnement du travailleur des AT qui souhaite le quitter, l'accompagnement du travailleur des AT qui envisage de quitter, qui se pose la question, je le fais, je le fais pas, et également l'accompagnement d'un ex-travailleur des AT qui a besoin de construire la poursuite de son parcours professionnel. Donc, il y a trois phases qui ont été identifiées, une phase d'accueil et de diagnostic, une phase relative au travail sur un projet professionnel et sa confirmation, et une dernière phase concernant un travail suite à la décision de sortie des actes. Donc en fait, là, on est bien sur des conseils à destination des professionnels qui ont été formulés au regard des expériences actuelles de terrain. Alors, chaque phase, que ce soit l'accueil diagnostic, le travail sur le projet professionnel, le travail d'accompagnement suite à la décision de sortie de l'ESAT, fait l'objet sur cette fiche technique d'une présentation synthétique qui reprend les différentes étapes principales de l'accompagnement. Ça reprend en fait ce sur quoi le professionnel va intervenir, ce sur quoi il va travailler avec la personne, c'est-à-dire ce qu'il va le mettre en place avec la personne. Et vous verrez également sur sur cette fiche. Alors j'ai appelé ça une cartouche. Je ne savais pas quel mot adéquat je pouvais donner à parole de pro, qui permet en fait d'illustrer en fait la démarche du professionnel de l'insertion avec bah, la vraie vie en fait, le quotidien du conseiller.
Donc, cette cartouche a été construite suite au recueil d'expériences des équipes Cap Emploi qui ont participé à l'écriture de cette fiche. C'est bien le résultat en fait d'expériences qui ont été vécues. Dans cette fiche, tout comme celle d'avant, vous constaterez qu'il y a aussi des liens qui sont opérants, qui permettent en fait aux professionnels de l'insertion d'aller plus loin, d'aller chercher de l'information pour pouvoir être guidés, rechercher aussi des réponses lors de l'accompagnement qu'il mènera avec le travailleur. Alors, ce qui est intéressant dans cette fiche, c'est qu'il y a eu un travail d'identification des freins qui a été mené. Et ça permet en fait d'outiller le professionnel dans l'accompagnement qu'il mène avec la personne. Donc les freins sont détaillés ici, vous les avez à l'écran, mais ça concerne des freins qui sont peut-être en direct avec la personne accompagnée. Ça peut être des freins dans la relation professionnelle de l'insertion accompagnateur des actes. Ça peut être des freins euh, relatifs à la mise en œuvre concrète du projet, la problématique d'une formation pour accéder à la sortie de l'ESAT pour accéder au milieu ordinaire, ou encore si c'est des freins en direct avec l'insertion. Ce sont des éléments que le conseiller est amené à rencontrer. Peut-être d'autres seront également à identifier. Mais en parallèle, les équipes ont travaillé aussi pour identifier quels pouvaient être les leviers. C'est bien d'identifier les freins, mais c'est bien d'avoir une boîte à outils qui peut permettre d'y répondre directement ou qui peut amener le professionnel à réfléchir pour essayer d'identifier une autre solution. Donc, ça peut permettre au professionnel également de prendre contact avec d'autres structures qui lui seraient utiles pour chercher d'autres éléments de réponse ou de compréhension. La lecture de cette fiche, on se rend compte que en fait rien n'est figé, il n'y a pas une recette magique. Le déroulement de l'accompagnement, c'est toute l'expertise et l'expérience du conseiller qui fait que il doit s'adapter à chaque situation qui est rencontrée, non seulement avec la personne, mais également avec les actes. Euh, c'est bien la personne, le travailleur, hein, qui est au centre de l'accompagnement, qui est au centre de l'action, et c'est à l'ensemble des professionnels qui sont autour de lui, de pouvoir articuler leur mission. Donc la relation qui va se jouer entre l'accompagnement professionnel de l'insertion et puis ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'accompagnement mené au sein de l'ESAT, c'est une alchimie à trouver ensemble pour la personne. Donc voilà pour une présentation synthétique de cette fiche qui n'a pas vocation à être une recette unique. C'est comme en cuisine, parfois il faut rajouter un petit peu de sel, un peu de poivre, il faut s'adapter au niveau du terrain. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Cécile pour cette présentation. Et en effet, hein, c'est vraiment ces fiches-là sont absolument pas exhaustives et toujours applicables telles quelles sur le terrain, mais elles permettent déjà une première base de réflexion et elles sont bien sûr, je pense, améliorables. Et c'est avec l'utilisation qu'on pourra en effet améliorer et voir en quoi on peut faire un outil de terrain qui puisse être utilisable un peu par tous et toutes, en tout cas le plus possible, puisque c'est pas évident avec les différentes pratiques territoriales. Euh, je termine donc par la présentation de la fiche entreprise. Excusez-moi. Donc, on a construit cette fiche en collaboration avec Carrefour, qui a eu une expérience d'intégration, enfin, régulièrement des expériences d'intégration de personnes en situation de handicap et qui a particulièrement travaillé avec APF. Et donc, l'idée, là, c'était d'avoir une fiche avec l'enjeu des entreprises qui est l'inclusion, le recrutement
Mais avec le plan de transformation des ESAT et les transitions des travailleurs vers le milieu ordinaire, il y a vraiment un défi dans l'intégration des collaborateurs en situation de handicap, avec parfois des peurs de mal faire des employeurs, la peur de manquer d'informations, de ne pas savoir parler, de ne pas savoir intégrer, de manquer aussi parfois d'accompagnement. Et donc, voilà, on s'est dit, les employeurs aussi ont droit à de l'information sur le sujet et ce sera bénéfique pour tout le monde. Et comme toutes les autres, on l'a construite à nouveau en 3 phases, parce qu'en fait, à chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu 3 phases dans la période d'accompagnement, d'intégration. Bon, les phases n'arrivent pas tout à fait au même moment en termes de temporalité par rapport aux autres profils, mais on est un peu voilà, sur la même construction. Avec l'objectif là pour les employeurs, je souhaite ou je vais prochainement intégrer au sein de ma structure une personne en situation de handicap sortante des AT. Euh, et donc là, on a des témoignages aussi, comme pour les travailleurs des AT, notamment d'Amélie qui a contribué, qui est responsable RH chez Carrefour et qui a contribué à l'intégration de travailleurs en situation de handicap au sein de Carrefour et qui témoigne. Et donc, il y a plusieurs témoignages comme ça qui permettent à nouveau pour ceux qui utilisent la fiche de s'identifier éventuellement, de se reconnaître dans cette fiche-là et de se dire, voilà, comment je peux faire. De la même façon, on a donné voilà, enfin, pas des grandes directives, mais en tout cas des conseils pratico-pratiques pour les employeurs, pour les accompagner un peu pas à pas en leur donnant des petites ressources. Notamment ici, on trouve pas mal de ressources de différents acteurs, de la GFIP, du FIP, etc., avec les services, l'offre de services bien sûr. Et donc, on était en amont de la rencontre, au moment de la rencontre, éventuellement au moment d'un entretien de recrutement, mais ça peut être aussi au moment d'un job dating. Bref, à un moment en fait où pour la première fois on va se voir et c'est souvent aussi ce moment-là qui est un peu appréhendé et qui se passe bien ou mal, mais en tout cas qui est un peu appréhendé. Et donc on s'est dit qu'il était important voilà, de mettre des éléments de conseil sur ce moment de la rencontre. Comment faire, comment aborder les conditions de travail, les difficultés, les aménagements, etc. Ça reste des choses générales, bien sûr, mais on peut pas en faire, enfin voilà, on peut pas faire un document de 300 pages à lire. L'idée, c'est vraiment à nouveau d'avoir quelque chose d'assez pratique et de rapide. Et enfin, sur une troisième phase, l'intégration pas à pas, bien sûr, avec à nouveau des conseils, des témoignages de Carrefour, de l'AIEM, à nouveau les freins, les leviers qu'on a voulu à nouveau mettre pas pour, voilà, pour les mettre, mais simplement pour voilà, assumer le fait que ce soit parfois compliqué, ces parcours-là, qu'il y a des freins, mais qu'il y a aussi des choses qui peuvent être mises en place. C'est absolument pas exhaustif. Et peut-être que vous avez d'ailleurs d'autres idées ou peut-être pas de freins, peut-être plutôt de leviers si vous avez des idées, tant qu'à faire, pour pouvoir justement aider et à améliorer ces parcours-là. Et donc voilà, enfin voilà, les fiches sont construites de toute façon à peu près toujours de la même façon, avec des conseils très différents et adaptés selon le public concerné, qu'on soit entreprise du milieu ordinaire, accompagnateur du réseau public de l'emploi, accompagnateur en ESAT ou travailleur des ESAT. On a vraiment voulu adapter les conseils et la guidance dans le parcours pour chacun d'entre eux avec voilà, là vous voyez des témoignages, mais aussi des ressources supplémentaires qui peuvent vous appuyer tout au long de ces transitions. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que l'idée après c'est que vous alliez bien sûr les lire. Je pense que je peux arrêter le partage. On ne vous a pas présenté la fiche type Falc, mais elle sera bien sûr disponible sur le site du PRIT et on vous l'enverra à l'issue de ce webinaire. Mais de toute façon, elle contient les mêmes contenus. J'essaie juste de remettre mon... Ah, c'est bon. Elle contient, enfin, il y a les mêmes contenus que dans la fiche Travailleurs des AT, avec simplement un langage simplifié, bien sûr, une mise en forme bien plus adaptée. Donc, on en était arrêté là, et je pense qu'on va pouvoir tout doucement conclure ce webinaire, puisque on arrive à l'heure de fin. On a un petit peu dépassé, je crois.
Et d'ailleurs, avant de terminer, je vais vous solliciter pour votre avis sur le webinaire, vos besoins, vos questions autour de tous ces sujets-là. Je vais tenter, en fait, je ne sais pas si je peux, mais je vais tenter de vous envoyer un lien dans le chat. Et sinon, de toute façon, je vais vous renvoyer ce lien-là euh, directement dans le mail que vous recevrez à l'issue du webinaire. Hop. Et je pense que je n'arriverai pas, mais je vais tenter d'envoyer. Hop. Voilà. Bon, sinon, vous le recevrez de toute façon par mail dès demain. Bon, je n'arrive pas à vous l'envoyer. Vous le recevrez par mail avec un formulaire. Donc, avec votre avis, vos besoins, n'hésitez vraiment pas à le remplir. Vous pourrez également poser des questions très spécifiques ou des remarques et donner vos coordonnées si vous avez besoin ou envie d'avoir un retour très précis sur une situation. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, je vous transmets ça dès demain. Et je ne sais pas si Elodie, vous voulez clôturer, remercier ou si je Eh le bien, fais. merci déjà beaucoup Manon pour cette belle présentation. Merci à tous les intervenants également d'avoir pu présenter les fiches. Comme voilà, l'ensemble des intervenants ont pu vous le préciser, c'est vraiment des fiches vraiment très techniques, très pratiques. N'hésitez pas chacun à vous en saisir, à les lire, à nous faire des retours, que ce soit suite après le webinaire, à la lecture des fiches en direct via le questionnaire qui va vous être adressé, ou même plus tard au fil des utilisations. Le but, c'est vraiment que la fiche, elle puisse vivre et être actualisée aussi au fil de l'eau et qu'elle soit vraiment le plus pratique et qu'elle puisse vous servir à vous, qu'elle réponde aussi à vos différents besoins, sollicitations. En termes voilà, d'élaboration, comme l'a dit Manon, ça a vraiment été élaboré pour, mais également avec l'ensemble des acteurs. Donc, un grand merci à Route Nouvelle d'Alsace qui nous a mis en contact avec une professionnelle des ZAT et une travailleuse des ZAT qui ont vraiment contribué fortement à la rédaction de la fiche à destination des travailleurs des ZAT. Merci à la PUI Moselle qui nous a mis également en contact avec plusieurs professionnels des ZAT et ça a permis de contribuer à la rédaction vraiment de la fiche à destination des professionnels accompagnateurs des ZAT. Merci à Keops et notamment à Madame Camus qui est intervenue aujourd'hui et qui nous a mis en contact avec les Cap Emploi, donc des Ardennes et d'Alsace, qui ont contribué à la fiche, à la rédaction de la fiche pour les professionnels d'insertion du réseau public de l'emploi. Merci à Carrefour qui a pu également intervenir via l'application de Madame Thévenin pour la fiche à destination des employeurs. Mais surtout, un grand merci aussi à Practice et à Manon qui a vraiment coordonné l'ensemble de la rédaction des fiches et qui a vraiment été un appui très soutenu dans ce beau travail et qui, j'espère, va vraiment être, répondre à vos besoins et vos sollicitations sur le terrain. Merci Elodie et merci à toutes et à tous. En effet, j'espère que les fiches et le PRIT souhaitent que ces fiches soient utiles dans votre quotidien et qu'elles vivent. Donc n'hésitez pas à faire des retours hein, en espérant que les parcours soient améliorés ou en tout cas que ça contribue à leur amélioration au quotidien. Je vous remercie, je remercie aussi l'ensemble du groupe de travail sur le sujet de ce cahier-là, donc l'ARS, Handicap, les GFIP, le FIP et la DRETS, mais aussi les contributeurs. Et puis, il est temps pour moi de vous laisser, je crois. Je vous remercie à toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite du coup une très bonne journée et une bonne SEPH surtout.